Bonjour à tous, je m'appelle Estelle Abou et je vous souhaite la bienvenue sur Réel. Avec ce podcast, je donne la parole à des personnalités qui ont un impact positif, réel, sur l'autre, l'économie, l'environnement ou les générations futures. Par leurs actions, leurs entreprises, leurs pensées, leurs œuvres ou leurs visions, ces hommes et ces femmes contribuent d'une manière ou d'une autre au monde de demain et à celui d'aujourd'hui. Si vous aimez le podcast et que vous voulez me soutenir dans ma démarche, la meilleure manière de le faire, c'est de vous abonner, de mettre 5 étoiles à l'épisode, de le commenter ou encore d'en parler autour de vous sur les réseaux sociaux et dans la vie réelle. Alors je vous souhaite une très bonne écoute et on y va. Vous avez sûrement entendu déjà parler de lui récemment car Encore Store, l'entreprise qu'il a cofondée en 2019 avec Nicolas Dodifray, Pierre-Louis Lacoste et Mathieu Langrin, vient de lever 250 millions d'euros. Il s'appelle Nicolas Cohen et est désormais à la tête d'une licorne, à savoir une start-up valorisée à plus d'1 milliard de dollars. Et pourtant, c'est d'abord pas pour ça que j'ai tenu à le recevoir dans le podcast, mais plutôt pour la mission qu'il s'est donnée avec ses associés. Avec Encore Store, il organise finalement, selon moi, la revanche des petits commerçants face aux leaders du commerce en ligne. Encore Store, c'est une plateforme qui met en relation des commerces indépendants avec des marques, notamment françaises, et qui ne trouvent pas toujours leur place en grande distribution. Depuis son lancement en 2019, la start-up a connu ce que l'on appelle une croissance plus que rapide, et la crise sanitaire a confirmé la pertinence de son modèle. Avec Nicolas, on a parlé de la vocation entrepreneuriale et de l'action entrepreneuriale qui arrive parfois plus tard, de son parcours et de la création d'Encore Store, de son point de vue sur le commerce en général, du momentum d'une levée de fonds colossale et de ses conséquences sur la vie entrepreneuriale, de sa manière d'expliquer la bulle d'investissement vécue actuellement en Europe, des zones de risque dans le secteur de la marketplace, de la vitesse en entrepreneuriat versus le slow business, de l'échec réel comme vecteur de réussite et très peu de temps après, de sa vision d'entrepreneur sur l'Europe, de celle qu'il a sur la France et sur le danger des extrêmes. Je remercie Nicolas pour son honnêteté et sa franchise parce que c'est pas évident de l'être lorsqu'on vient de lever des fonds, donc c'est courageux de sa part. J'ai vraiment apprécié cet échange et j'espère que vous l'aimerez tout autant. Je pense que vous devriez prendre un stylo parce qu'il y a pas mal d'infos techniques et très utiles dans cette interview. Petite précision aussi, je portais un masque, donc l'écoute est un peu différente, désolée. Allez, j'arrête de parler et laisse place à ma conversation avec le cofondateur et co-dirigeant d'Encore Store, Nicolas Cohen. Nicolas, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans mon podcast. Je suis vraiment ravie de te recevoir. Sans plus tarder, je vais te demander de te présenter si ça te dérange pas, en nous disant ce que tu veux nous dire sur ta vie perso et pro. Je m'appelle Nicolas Cohen, j'ai 45 ans, je suis marié, j'ai 3 enfants et je suis diplômé des arts et métiers et d'HEC entrepreneur. Et j'entreprends avec Nicolas Dodifray, qui est mon ami de 20 ans et je dirais partenaire d'entreprise depuis maintenant plus de 15 ans. Et donc, on entreprend tous les deux depuis plus de 15 ans dans l'Internet. On a créé une première entreprise qui s'appelait A Little Market en 2008, qu'on a revendu à Etsy en 2014. Ensuite, on est resté chez Etsy pendant 3 ans et demi. On a développé l'Europe pour Etsy. Puis on a quitté Etsy et on a cofondé, alors cette fois-ci à 4, mais toujours quand même avec Nico, on a cofondé Encore Store en 2019. Alors, on va bien entendu reparler d'Encore Store, mais j'ai quand même regardé un peu ce que tu avais fait auparavant, avant d'être entrepreneur. Ce que je trouve intéressant dans ton parcours, c'est que tu as été aussi chez Renault, chez Péchinet, que tu as quand même eu un temps de latence avant d'entreprendre, c'est-à-dire que tu t'es posé beaucoup de questions. Tu as même été, je crois, dans un fonds d'investissement. Oui, chez Serena. Du coup, tu es un petit peu à contre-courant, on va dire, de la vague des startups, des entrepreneurs qui démarrent à 20 ans ou à 21 ans, ou je sais pas, ou 25 ans. Ce que je trouve chouette, parce que ça montre que il y a différents stades dans une vie et qu'on peut entreprendre aussi différemment. Quel regard tu portes là-dessus? Est-ce que finalement le fait d'avoir eu des expériences à droite à gauche t'ont permis d'avoir une sorte de recul, de maturité quand il t'arrive ce qui t'arrive aujourd'hui finalement? Oui, moi je savais que j'allais entreprendre.
Et donc j'ai fait les arts et métiers. Et à la fin des arts et métiers, je me suis dit, j'ai pas envie d'être ingénieur. Le parcours type, c'était d'aller dans une usine, gérer une ligne de production ou aller dans un bureau d'études. Moi, je savais que je voulais pas faire ça. Et donc j'ai ensuite fait HEC entrepreneur parce que je savais qu'il fallait que je rajoute cette brique entrepreneuriale et business à mon parcours. T'avais des entrepreneurs autour de toi ? J'avais aucun entrepreneur autour de moi. Parents, mais c'était je dirais, c'était ancré en moi. Je savais que je voulais un jour diriger une entreprise. Ouais. À la sortie d'HEC entrepreneur, je me sentais pas de me lancer tout de suite. Parce que j'avais pas les finances. Et quand même, quand on entreprend, il faut avoir au moins 18-24 mois devant soi parce qu'on sait qu'on va pas se rémunérer tout de suite. Donc, j'avais pas les finances et je me sentais pas d'y aller tout de suite après l'école. Donc, je suis parti à Londres travailler chez Renault en distribution pendant 2 ans. J'ai eu une expérience folle parce qu'en fait, je suis arrivé au moment où Renault restructurait tout le réseau de distribution en Angleterre. Donc, il venait de nommer 2 Français à la tête de Renault Retail, un directeur financier, un managing director. Et moi, je suis arrivé au milieu de cette équipe, assistant du directeur financier. Et donc, j'ai vécu en temps réel une restructuration. Donc, ça a été une première expérience très, très riche. Ensuite, le directeur financier de Renault Europe m'a demandé de revenir en France et de m'occuper de déployer le réseau de distribution de Renault à Paris et sur la première couronne. Donc là, j'ai fait pas mal d'immobilier et de M&A. Okay. Je rachetais des exploitations, on vendait des garages, on rachetait des garages pour redéployer le réseau de distribution de Renault. Donc ça, encore, finalement, une expérience entrepreneuriale parce que quand on est entrepreneur, on vit ces expériences-là. Puis, je me suis posé à ce moment-là la question de dire est-ce que c'est le moment ou pas ? Et je devais à l'époque avoir 25 ans. Et là, alors ce qui est marrant, c'est qu'entre-temps, à Londres, c'est là où j'ai rencontré Nico de Diffray. On était colocataires. Et lui, il était en banque à l'époque. Et on s'était dit qu'un jour, on entreprendrait tous les deux. On avait envie d'entreprendre. Mais on s'était dit que ce ne serait pas tout de suite. Et donc, on avait mis cette petite graine dans nos têtes. Donc, à 25 ans, je me retrouve de nouveau face à cette décision. Je voulais quitter Renault. Je savais que je ne ferais pas ma carrière dans un grand groupe. Je me suis dit, est-ce que c'est le moment ? Et à l'époque, pareil, j'avais commencé à regarder des projets. Je les ai laissés tomber très vite. On m'a proposé de rejoindre des startups, mais je ne sentais pas non plus le truc. Et là, je suis reparti finalement dans un grand groupe puisque j'ai rejoint Péchinet qui venait d'être acheté par Alcan. Et j'ai pris un rôle, alors aujourd'hui on appelle ça Chief of Staff, à l'époque on appelait ça Business Assistant, mais en fait j'étais une forme de Chief of Staff du président d'une filiale d'Alcan Packaging qui s'occupait de tout ce qui était packaging cosmétique. Okay. Donc là, business d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, 35 usines dans le monde, donc grosse entreprise, quand même grosse ETI, et donc là j'étais le bras droit du président. Okay. Et donc là j'ai eu une vue d'ensemble d'une gestion d'une très grosse entreprise, finalement, d'une grosse ETI. Donc j'étais au milieu de toutes les discussions stratégiques, financières, j'assistais au COMEX. Donc là, j'ai beaucoup appris pendant 18 mois. Et suite à ça, je trouvais qu'il manquait une expérience opérationnelle à mon parcours. Vraiment opérationnelle. Donc j'ai demandé à mon boss, je lui ai dit, je veux quitter le siège de l'entreprise. Je veux aller sur le terrain. Donc, je veux une voiture, un téléphone portable, un portefeuille client et je veux aller développer, je veux aller faire du vrai business, je veux aller me confronter aux clients. Donc, au début, il était étonné par ma décision, puis il l'a comprise. Et finalement, une des entités a bien voulu m'accepter, parce qu'à l'époque, c'était pas évident pour eux. Ils me voyaient comme le chief of staff qui faisait de la finance, de la stratégie. Et il y a un des BU managers qui m'a donné ma chance. Et donc là, j'ai démarré ma carrière de vendeur. Et donc, j'ai démarré avec Dior à l'époque, donc j'étais CAM, je gérais Dior, puis j'ai géré une partie de L'Oréal, et ensuite ils m'ont donné tout L'Oréal qui était le plus gros client de l'entreprise. Et donc là, j'avais je sais plus, c'était quelques dizaines de millions d'euros à gérer. Je travaillais avec 5 usines en Europe, j'avais ma petite entreprise à moi, puisque je coordonnais les relations commerciales, les opérations, etc. avec L'Oréal. Et ça, j'ai fait ça pendant un peu moins de 3 ans. Et je m'étais dit, j'entreprendrai avant 30 ans. C'est ma date butoir. C'est parce que je savais que si je ne le faisais pas, je ne le ferai jamais. Et un jour, je fais mon footing au Bois de Boulogne et je tombe sur ton père, Jacob, que je connaissais d'HEC Entrepreneur.
Et j'étais vraiment à l'époque dans ma réflexion sur est-ce que c'est le moment, Tu et fais ton j'hésitais. footing. Et pendant mon footing, tu vois, je tombe sur ton père. Il me dit Nicolas, content de se voir. Il me dit viens, on marche. Et là, je me rappelle, j'étais au Bois de Boulogne, je fais le tour du Grand Lac avec ton père. Et on parle, il me questionne sur mes envies, ce que j'ai envie de faire, etc. Et je lui déballe un peu tous mes états d'âme. Et alors, je vais pas donner le détail de ce qu'il m'a dit, mais à la fin de ma discussion, j'ai dit ok, je démissionne. Je pars, je me lance. Et donc, là, je rediscute avec Nico, qui était aussi dans le même état d'esprit, et on se dit, OK, maintenant, on y va. Et donc, on a commencé une démarche, on a commencé à chercher des idées de boîte. Tu es resté en poste ? J'étais encore en poste, mais je savais que je partirais. D'accord. Et donc, en plus, il y avait des restructurations, etc. Donc, tu vois comment ça se passe, ces restructurations. C'est pas les périodes c'est pas les périodes les plus intéressantes dans les entreprises. Donc, en plus, professionnellement, je trouvais que je m'épanouissais plus dans mon travail. Et donc là, avec Nico, on s'est dit, OK, il faut qu'on trouve une idée maintenant. Et donc, lui a pris un sabbatical chez Bain. Il était chez Bain en strat. Et on a commencé à regarder plein d'idées de projets, etc. Et c'est comme ça qu'on est tombé sur Little Market. Quelle aventure! Mais je serais quand même intéressée de savoir ce qu'il t'a raconté. Est-ce que tu peux... On va parler d'Encore Store. Je ne sais pas comment le prononcer. Encore Store. Ok, non, c'est Encore Store. Parce qu'en fait, le K devrait être un CH. Tu sais, c'est les Encore Store aux États-Unis. Oui. Ok. Mais quand on a trouvé le nom, en fait, d'ailleurs, c'est même pas moi qui l'ai trouvé, mais le CH, on avait peur que ça passe pas dans certains pays, notamment en Allemagne. Et donc, on a pris le K pour que ce soit plus simple. Je pourrais le définir moi-même et je vais te laisser le faire en nous expliquant quelle est votre activité, mais surtout quelle est la mission et la vision. Notre vision, c'est que on ne croit pas au tout digital et on ne pense pas et on n'a pas envie de voir nos villages, nos centres-villes faits de drive, de banques. Et c'est déjà ça qui nous inspirait et qui nous portait chez Little Market. C'est vraiment cette notion de rendre le commerce humain. Le contact humain dans le commerce, dans la vie de tous les jours, c'est quelque chose de fondamental pour nous. Donc déjà, on se dit, ceux qui pensent que le retail est mort se trompent. Le retail n'est pas mort. Il est en train d'évoluer. Le retail est résilient. Il faut voir quand même que nos commerces... Et il est fait de commerce indépendant. Ça va du boucher, du charcutier, du boulanger, mais ça va aussi, c'est le magasin de chaussures, c'est le concept store kids, c'est le magasin de déco. C'est ça le commerce indépendant. C'est le café, c'est l'hôtel, c'est le restaurant. Ça, c'est les commerces indépendants. Et c'est ceux qui font finalement notre vie de tous les jours. Et on l'a vu pendant l'art de vivre aussi. C'est l'art de vivre, et c'est pas que français d'ailleurs, c'est mondial. Et d'ailleurs, on l'a vu pendant les périodes de confinement. Hein. Les gens étaient malheureux de plus pouvoir se retrouver dans les librairies, dans les restaurants, etc. Et donc nous, on se dit, le retail est résilient, il a été malmené par la grande distribution, maintenant il est malmené par les géants du e-commerce, qui à leur tour d'ailleurs malmènent les géants de la grande distribution, mais il est résilient, il est toujours là. Seulement, il est archaïque parce qu'il est fait de millions d'indépendants qui ne se sont pas organisés et qui n'ont pas les bons outils, qui n'ont pas les bonnes informations, qui n'ont pas la data, et donc qui continuent à travailler aujourd'hui comme ils travaillaient il y a 50 ans. Et donc nous, on s'est dit, notre mission, on va les aider, on va leur amener la technologie, on va les aider à devenir performants. On va leur donner des outils pour faire correctement leur travail. On va leur donner des datas. Vraiment, on est dans de la data qui va leur permettre de bien choisir leurs produits. Parce que le rôle vraiment d'un commerce de proximité, c'est d'acheter des bons produits et de les amener localement à ses clients. Et c'est valable pour le boucher et c'est valable pour le concept store. Donc, notre mission, c'est vraiment de construire une forme d'operating system pour aider ces indépendants à bien faire leur travail. Donc, c'est une plateforme en fait qui compte aujourd'hui, je crois, 200 000 commerçants. On a 200 000 commerces en Europe qui sont inscrits sur la plateforme. On a plus de 15 000 marques qui vendent aujourd'hui. Et on est sur une croissance à plus de 2 chiffres. Donc, et on est présent dans 23 pays en Europe.
Dès le départ, en plus, c'est ce que tu précisais dans une interview que j'ai vue, c'est que vous étiez européen rapidement, en fait. On a tout de suite été européen. En fait, cette industrie qu'on appelle l'industrie du wholesale, hein, c'est une industrie qui est européenne. Quand tu fais tous les salons professionnels, c'est jamais franco-français. T'as que des marques européennes qui viennent exposer leurs produits, et t'as des indépendants qui viennent de partout en Europe pour venir rencontrer ces marques. Bon, alors ce que tout le monde va pouvoir lire là depuis quelques temps, c'est que vous avez levé au total, je vais pas faire le calcul, mais je crois qu'il y avait 6 millions en décembre 2019. 6, 25, 84, 250. Voilà. Donc ça, tout le monde peut le lire. Mais je pense qu'il y a une question qui forcément vient à l'esprit, c'est comment vous avez fait, en fait. C'est-à-dire, je sais que ça peut paraître idiot comme question, mais si tu veux, c'est cette progression comme ça, et bam, 250 millions. Comment t'expliques ça avec justement avec ton regard à la fois d'investisseur, puisque tu as été en fonds, et d'entrepreneur? Alors, il y a deux choses. Il y a déjà l'ambition du projet. Et je t'apprends rien, hein, le commerce indépendant, en Europe, je crois qu'on est à 2500 milliards. Et nous, celui qu'on adresse, vraiment les concept stores, etc., on l'estime à 850 milliards. Et moi, je pense grâce à nous, il va grandir. Donc déjà, on est sur un marché qui est colossal. Donc ton terrain de jeu, il est gigantesque. Donc, tu as de fortes chances... Les investisseurs en ont conscience. Pardon ? Les investisseurs en ont conscience. Donc déjà, tu as un terrain de jeu qui est gigantesque. Donc personne se demande... se pose des questions sur la taille de ton marché. Ensuite... Ça, c'est important de le préciser. C'est important. Quand tu pars sur tu vois, A Little Market, et après, quand on voit aujourd'hui le succès d'Etsy et le travail du nouveau CEO, c'est absolument incroyable, mais quand même, on était sur le marché du fait main. C'était pas une évidence que ce marché allait devenir très très gros et que tous les gens allaient basculer sur l'achat de produits fait main. Là, c'est une évidence. On n'invente rien. Le marché, il est là. Il suffit d'aller dans la rue. Les commerçants, ils sont dans les rues, ils sont là. Donc, on a déjà un marché qui est existant, qui fait plus de 850 milliards. Ensuite, c'est une évidence que ce marché est en train de basculer sur les plateformes. Nous, on adresse la partie amont, c'est-à-dire le procurement, c'est-à-dire on aide ces commerçants à trouver les bons produits en les connectant à des marques qui veulent avoir une distribution sélective. Et c'est une évidence que le marché est en train de basculer sur les plateformes. Parce que ça règle des problèmes qui sont évidents pour eux. La difficulté à trouver des fournisseurs, la difficulté à entrer en contact avec ces fournisseurs, la difficulté à les gérer ensuite, la difficulté à avoir des bonnes conditions d'achat parce que c'est des indépendants, donc ils n'ont pas un effet central d'achat. Et donc quand on leur parle, c'est une évidence qu'on règle tellement de problèmes qui vont tous basculer sur des plateformes. Et côté marque, c'est pareil. Quand tu es une marque indépendante et que tu veux développer un réseau de revendeurs en Europe, c'est une horreur. Parce que tu t'adresses quand même à des marques de niche. Alors pas forcément, maintenant on commence à avoir des grosses marques qui viennent nous voir. Segafredo vend sur Encore Store maintenant. Excuse-moi, on n'a même pas précisé les secteurs auxquels tu t'adresses, mais je crois qu'il y a il y a déco, épicerie fine, cosmétiques, accessoires de mode, univers enfant, et là on ouvre pets. Tu vois, on ouvre toutes les catégories. Et donc on a maintenant Segafredo qui vend sur Encore Store, on a B.A.B.A. qui vend sur Encore Store. En fait, c'est pas forcément des marques de niche, c'est toutes les marques qui veulent passer par des revendeurs indépendants. D'accord. Mais c'est compliqué parce que quand tu as un réseau de revendeurs indépendants, on parle potentiellement de milliers de revendeurs. Et chaque revendeur est indépendant. Donc, tu peux pas les gérer comme une seule entité. Alors que maintenant, grâce à une plateforme comme Encore Store, tu peux tous les gérer comme finalement une seule entité. Donc, côté marque, on facilite également énormément la gestion de ces réseaux de revendeurs. Donc, deuxième point, évidence, le marché va basculer. Le marché va se plateformiser. Donc, c'est qu'une question d'exécution. Maintenant, aller vite, il y a des effets réseau. Donc là, tu te dis sur quel cheval il faut miser. Et nous, de par notre expérience, il y a Nico et moi, repeat entrepreneur, Quadra, donc expérimenté. On a déjà fait une entreprise quand même assez successful pour l'époque, Little Market. On connaît bien les marketplaces. Ensuite, on a Pierre-Louis qui, lui, vient du retail. Il a fait 10 ans de retail. Il connaît extrêmement bien ce secteur-là. Et Mathieu, qui, lui, était Head of Engineering de chez Vestiaire et donc qui sait développer des marketplaces. Donc là, les investisseurs ils disent « Ok, faut que je mise sur un cheval. » Et globalement, l'équipe d'Encore Store me paraît être la plus à même de réussir en Europe. Donc ça, c'était le seed.
Et donc, mais il faut beaucoup d'argent parce qu'on va conquérir l'Europe tout de suite. Donc, on va pas conquérir l'Europe avec des petites levées de 3-4 millions tous les 6 mois. Donc ça, on fait notre seed, qui est objectivement la thèse, hein, c'est marché énorme, qui va basculer, équipe sur le papier qui nous paraît être la meilleure pour exécuter le play. Puis après, c'est ta capacité à démontrer que tu es en train de réussir. Et donc ça, c'est la série A. La série A, on est dans, OK, racontez-moi votre histoire des 12 derniers mois. Et si je suis convaincu que pour l'instant, vous êtes plutôt bien parti, je rentre. Et ça a été l'histoire de la série A. Malgré les confinements, les déconfinements, etc., on a démontré qu'on arrivait à avoir une grosse traction. Donc c'est là qu'on a fait notre série A. Et puis ce qui s'est passé, c'est qu'on on a eu une croissance plus rapide que celle qui était prévue. Et donc là, d'ailleurs, c'est nos fonds à l'époque qui sont venus en disant les chiffres sont tous dans le vert, ça va plus vite que prévu. Il faut pas ralentir le rythme, il faut au contraire l'accélérer encore. Donc, allons lever, même si c'est tôt et que c'était pas forcément prévu au départ, allons lever une série B pour accélérer encore plus. Et là, c'est l'histoire de la série B qu'on a faite 5 mois après. Et à peu près la même histoire sur la série C, mais avec des ambitions plus grandes, puisque entre la série B et la série C, on a ouvert 5 pays, on a recruté 400 personnes. Encore Store est opérable dans 23 pays, donc on a mis des équipes dans 5 pays, mais on est opérable dans 23 pays. Donc on a démontré qu'on était capable d'aller très très vite. Et donc en déployant encore plus d'argent, on allait pouvoir aller encore plus vite. Et on a aussi démontré qu'on avait des sujets de fond, parce que derrière Encore Store, c'est pas que ouvrir des pays, c'est créer un operating system. Donc il y a énormément de techno, de data derrière, et ça veut dire qu'il faut recruter beaucoup d'ingénieurs. Beaucoup d'ingénieurs. On a un plan de recrutement cette année, on prévoit de recruter 250 ingénieurs. Je ne sais pas si on va y arriver, mais c'est l'ordre de grandeur. Donc, il faut énormément de moyens. Et là, maintenant, l'idée, c'est vraiment de construire un leader mondial. Bon, bah, tu fais pas un leader mondial avec des petites levées de fonds, tu as besoin de beaucoup d'argent. Alors moi, j'ai une question, c'est comment on peut savoir si c'est le bon moment ? Parce qu'en fait, si tu veux, là, de ce que tu me dépeins, c'est il y a une obsession d'aller vite. Ouais. Moi, je garde présent en tête une phrase un jour qu'on m'a dit, il faut grandir et non pas grossir quand on a une entreprise. Comment, toi, entrepreneur, tu peux savoir si c'est pas trop tôt pour lever autant d'argent ? Moi, je pense que ce n'est jamais trop tôt. D'accord. J'ai une amie qui s'appelle Véronique Billa, qui est physiologiste et qui me coach un peu dans ma vie de sportif. Et Véro me dit toujours, ce qui est important, c'est la réserve de puissance. Et la réserve de puissance, c'est un concept qui est valable dans le sport. C'est-à-dire, si tu es capable de courir un marathon à 18 km/h et que tu as décidé de le faire à 12, tu le feras très facilement. D'accord. La réserve de puissance, c'est ce qui te permet de voir plus grand. Si tu as levé 50 millions d'euros, tu ne réfléchis pas de la même façon que si tu en as levé 250. Ça ne veut pas dire que tu vas te mettre à dépenser l'argent bêtement, parce que nous, on est encore une fois, on est des entrepreneurs expérimentés. Je peux t'assurer que chez Encore Store, on contrôle nos dépenses et on fait pas n'importe quoi. Mais tu penses différemment. Tu penses plus grand, tu as envie d'aller plus vite. Parfois, tu as des bloqueurs psychologiques parce que tu dis, mais j'ai pas assez d'argent pour faire ça. Tu les as plus, t'y vas. Donc, et c'est cette réserve de puissance qui est importante. Et donc, il ne faut jamais penser qu'on a suffisamment d'argent pour tenir. Si les conditions sont bonnes et qu'on a la possibilité d'avoir de l'argent en plus, il faut le prendre. Et en termes de sacrifice, c'est-à-dire, je me suis toujours posé la question, quand on a autant levé d'argent, ma question un peu cash, hein, tu vois, mais c'est qu'est-ce qu'on abandonne face à ça ? Tu vois ce que je veux dire ? Quels sont les sacrifices ? Qu'est-ce qu'on a le sentiment en fait d'avoir quand même quelqu'un qui rentre dans la maison ? Voilà, je me suis toujours posé. Je sais que c'est un peu délicat comme question. Non, et moi je l'assume complètement. En fait, alors j'ai ma théorie là-dessus. Hein, c'est qu'au début, t'es très entrepreneur et tu deviens de plus en plus CEO. Je comprends. Quand tu es entrepreneur, tu es seul dans ta maison, tu prends tes décisions, etc. Puis progressivement, tu deviens plutôt CEO. C'est-à-dire tu diriges une entreprise. Donc, tu as des collaborateurs, beaucoup de monde. Donc, tu es obligé maintenant, l'humain devient fondamental et prend une part très importante de ton quotidien. Et tu as des comptes à rendre. Tu as des comptes à rendre à des actionnaires qui t'ont fait confiance, qui ont misé sur toi. Et donc, tu as des comptes à rendre. Bien sûr.
Et il faut vivre avec. Sinon, faut pas faire de start-up. Il faut ouvrir un restaurant, faire ce que j'appelle moi du slow entrepreneuriat, une croissance lente, basée sur de l'autofinancement. Ça va moins vite. Ça fait peut-être pas à la fin des entreprises qui valent des milliards au bout de 10 ans, mais t'es chez toi. Mais c'est ça. Parce qu'en fait, si tu veux, ma prochaine question, c'était sur toutes ces levées de fonds. Si tu veux, tu as eu Ledger qui a levé, je crois, plus de 320 millions, je sais plus. Oui, c'était cet ordre-là. Il y a eu Vestiaire Collective aussi qui a levé 2 fois presque 180 millions. Mano qui lève beaucoup. Mano 300, Miracle 555 millions. Comment, après, c'est pas vraiment la même question si tu veux, mais comment toi t'analyses cette bulle en fait parce qu'il y a une sorte d'accélération, si tu veux, et de concurrence qui est sans précédent. Alors j'ai compris que les fonds d'investissement avaient eux-mêmes compris qu'il fallait aller vite, etc. Et c'était pour ça qu'ils mettaient le paquet. Mais là, il y a eu consécutivement, en plus, en pleine crise sanitaire quasiment, ou un peu avant, un peu après. Moi, je suis curieuse de savoir quelle est ton analyse, si tu veux, de cette bulle d'investissement. Alors, en fait, ça nous paraît étonnant en Europe, mais aux États-Unis, ils trouvent ça normal. C'est-à-dire ce qu'on vit aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé aux États-Unis il y a plus de 10 ans. C'est ça, on a toujours 10 ans. Et les fonds nous disent, mais en fait, c'est simplement que... Il faut préciser que toi, tu as des fonds étrangers aussi. Moi, j'ai des fonds américains, j'ai des fonds français, européens, américains. Ils nous disent, ce que vous vivez maintenant en Europe, ça fait 10 ans que c'est comme ça aux États-Unis, c'est comme ça que ça finance les startups aux États-Unis, à coût de levée très importante. Et nous, pourquoi maintenant on s'intéresse à l'Europe ? Parce que maintenant, les entrepreneurs européens ont des ambitions mondiales. Avant, je vais caricaturer un peu le truc, et j'en fais partie, puisque on était comme ça il y a 10 ans. Hein. L'entrepreneur européen, qu'il soit français, italien, alors surtout d'ailleurs les Français, les Anglais, et les Anglais peut-être moins, mais surtout les Français et les Allemands, ta première ambition, c'est d'être leader dans ton pays. C'est vrai. Ta deuxième ambition, c'est d'être leader en Allemagne. Et puis ta troisième grande ambition un peu folle, c'est d'aller au UK, qui est un pays hostile. Honnêtement, je connais pas beaucoup de boîtes d'Europe continentale qui ont réussi au UK. C'est souvent les boîtes américaines qui s'implantent là-bas d'abord. C'est le cheval de Troie et après elles développent. Quand tu vas voir des investisseurs et que tu as cette ambition-là, tu les fais pas rêver aujourd'hui. Donc ces grands fonds américains, ils viennent pas te voir. Ça les intéresse pas. Ils veulent faire des leaders mondiaux. Ils veulent introduire des boîtes en bourse. Ils veulent faire des entreprises qui valent des dizaines de milliards. Aujourd'hui, les entrepreneurs européens, ils ont changé d'état d'esprit. Ils veulent conquérir le monde. Et donc, ils se donnent les moyens et il y a eu un espèce de déblocage psychologique pour dire, mais attends, on peut faire des leaders mondiaux. Et donc, ça attire ces fonds qui, eux, veulent des entrepreneurs qui veulent faire des leaders mondiaux. Donc, il y a simplement, pour moi, un alignement des planètes. Et comme ça arrive soudainement, et en plus, les succès appellent les succès. Il y a eu Blablacar qui était la première licorne, et puis après, ça a donné d'autres licornes, etc. Ça donne envie aux autres entrepreneurs de dire pourquoi pas moi. Mais en échappant un peu aux perspectives initiales qui sont la rentabilité, qui sont quand même de rester actionnaire majoritaire de sa boîte. Enfin, tu vois, tout ça, j'ai un peu l'impression que c'est passé complètement à la trappe. C'est ce que je te dis, c'est que si tu veux rester majoritaire de ton entreprise, etc., il faut pas aller dans cette catégorie-là d'entreprise. Il faut rester sur l'entrepreneuriat plus lent, sans doute plutôt familial, avec de l'autofinancement, où c'est des aventures qui vont durer 40 ans, puis il y aura sans doute après une transmission aux enfants. Donc là, tu fais des vraies aventures patrimoniales. Comment tu gardes les pieds sur terre aujourd'hui ? Déjà, j'ai pas du tout une nature. Je suis pas flambeur. C'est pas ma nature, et c'est pas non plus la nature de Nico. Moi, je viens d'un milieu très modeste, donc je sais d'où je viens, et on n'a jamais été flambeur dans ma famille. Ma mère, qui nous a élevés seuls, elle nous a toujours appris que 1 euro était 1 euro, un sou était un sou, et qu'il fallait faire attention à ce qu'on dépensait. Donc de toute façon, j'ai pas une éducation de flambeur. Ensuite, comme je te le disais, j'ai 45 ans, c'est pas ma première entreprise, donc je garde les pieds sur terre par rapport à ça. Nous, ce qui nous plaît, c'est la mission. C'est d'être capable d'aider. Ce qui me plaît, c'est quand je vais dans un commerce et que le gérant me remercie d'avoir créé Encore Store. Moi, c'est ça qui me drive. Je suis pas non plus, j'ai pas forcément envie de devenir le Français le plus riche du monde. Ça m'intéresse pas. Je serais très content d'avoir de l'argent et de pouvoir avoir une vie, mais c'est pas non plus mon driver. Donc, il y a aucune raison de péter un plomb, entre guillemets.
Quel conseil tu donnerais à la jeunesse entrepreneuriale actuelle? Eh ben, le conseil que m'a donné ton père, c'est d'y aller, quoi. Soit tu fais une carrière et il n'y a rien de péjoratif, mais soit tu fais une carrière de cadre sup ou de cadre dans une entreprise et à la fin de ta vie, tu seras sans doute propriétaire de ton appartement et tu seras content. Encore une fois, il n'y a pas de jugement de valeur là. Soit tu te lances dans la grande aventure, tu peux tout perdre, mais tu peux tout gagner et c'est à toi de décider. Alors moi, les jeunes, j'ai envie de leur dire, lancez-vous. De toute façon, au pire, même si vous échouez, ça reste une expérience incroyable d'entreprendre. Après, ce que je leur dis, c'est n'entreprenez pas pour entreprendre. C'est-à-dire, c'est sympa de dire qu'on est entrepreneur, mais il faut quand même qu'on réussisse. Donc, si à un moment donné, vous n'êtes pas convaincu de votre projet, etc., c'est pas très grave de pas y aller tout de suite. Moi, j'y suis pas allé tout de suite. J'y suis allé après 7 ans d'expérience et j'en suis pas malheureux. C'est parce que tout ce que j'ai appris par ailleurs, ça me sert encore aujourd'hui. Dans la structuration des entreprises, c'est des choses que j'ai appris dans les grosses boîtes. Bien sûr. Donc, lancez-vous, mais pas n'importe comment, en ayant quand même une idée à peu près, en étant assez confiant quand même sur les chances de réussite de votre projet. Excuse-moi, je reviens un tout petit peu en arrière sur ton activité. Je t'ai pas posé une question qui, moi, m'est venue à l'esprit hier. C'est quelles sont les grosses zones de risque, en fait, c'est pour votre activité aujourd'hui? Qu'est-ce qui peut faire que vous pourriez trembler, en fait? Il n'y a pas de... Le marché, il n'y a pas de risque marché. Le marché va basculer. C'est une évidence. Ouais. J'ai pas de débat là-dessus. Tu peux parler à n'importe quel commerçant, il va dire encore ça change ma vie. Après, il y a un risque concurrentiel. On n'est pas les seuls. On a un gros concurrent américain qui est leader aux États-Unis, évidemment, qui arrive en Europe et qui veut l'Europe. Comme toute entreprise américaine, eux aussi, ils ont des ambitions mondiales. Donc, tu as un risque concurrentiel, malgré tout. Nous, on pense pas que c'est un winner takes all, c'est-à-dire que on n'est pas dans un scénario où parce que tu es leader aux États-Unis, c'est mécanique, tu vas être leader dans le reste du monde. Non. Quand tu vois un commerçant européen, il te dit pas je rêve d'avoir des produits américains. Il te demande même plutôt d'avoir des produits locaux, tu vois. Mais ils exécutent hyper bien, ils ont aussi énormément de fonds, donc ça reste un concurrent. Et nous, on pense quand même qu'à la fin, en Europe, les retailers, ils iront pas sur toutes les plateformes. Donc il faut aller vite, il faut bien exécuter, il faut être capable de devenir la plateforme privilégiée des retailers. Ensuite, il y a les risques de financement. Parce que tu l'as compris, on est, nous, quand même dans une aventure où il faut lever quand même assez régulièrement beaucoup d'argent. Alors là, avec ce qu'on vient de lever, on s'est quand même acheté du temps. Si le marché, à un moment donné, est moins porteur, et c'est ce qui est en train de se passer quand même, on voit sur les marchés financiers que c'est plus compliqué. Nous, objectivement, si les conditions financières devenaient plus dures, on n'est pas obligé de le relever tout de suite. Et dans ces cas-là, on pourrait très bien allonger notre runway un peu plus longtemps. Mais tu pourrais avoir un marché qui se retourne et plus de financement sur une très longue période. Et là, des modèles comme les nôtres, là, c'est quand même compliqué parce que c'est des modèles qui misent sur une croissance très forte, très rapide, et ensuite que tu rationalises, et c'est là que tu commences à t'autofinancer. Donc, mis à part ça, donc risque d'exécution et un marché du financement qui se retourne et qui nous obligerait finalement à plus pouvoir aller aussi vite que ce qu'on voulait, pour moi, c'est les deux seuls risques. Est-ce que tu as le sentiment, moi j'ai l'impression qu'il y a, enfin, c'est mon point de vue, c'est qu'il n'y a pas d'échec, il y a des essais. Après, ça, c'est ma vision des choses. Mais est-ce que, enfin, c'est un petit peu théorique, parce que quand tu plantes des gens, etc., forcément, c'est un échec. Mais est-ce que toi, tu as le sentiment d'avoir vécu un échec dans ta vie? Bah oui, ma première entreprise, donc A Little Market, on voulait faire à minima un leader européen, on n'y est pas arrivé. Quand on a vendu la société, on était leader en France. Et on a raté, clairement, on a raté la marche de l'Europe. Donc c'était, pour l'époque, je rappelle, on faisait une série A, t'étais content quand tu levais 2 millions d'euros en série A. Versus on a levé 25 cette fois-ci. Les séries B, il n'y en avait pas, honnêtement. C'est vrai. Les seuls deals que tu avais, si tu avais 3 deals à plus de 50 millions de valo dans l'année en France, c'était miraculeux. Donc on était quand même dans un monde où les Américains, eux, étaient déjà dans un monde où tu levais 50 millions en série A, 300 millions en série B. Donc on n'était quand même pas à armes égales avec les États-Unis. Mais ça n'empêche que on n'a pas réussi notre ambition qui était de faire un leader européen.
mais sans cet échec, tu n'aurais peut-être pas pu faire ce que tu as fait Ah ben aujourd'hui. carrément, on a énormément appris de cette aventure, on a fait énormément d'erreurs, et ce qui est important, c'est justement de capitaliser sur ces erreurs pour pas les reproduire. Nicolas, je vais pas te retenir plus longtemps. J'ai 3 questions toujours en fin d'interview, c'est toujours les mêmes. Un coup de gueule, un coup de cœur et ta vision de la France. T'es pas obligé d'en avoir. Si tu me dis que tu n'en as pas, c'est pas grave. Non, mon coup de gueule, est-ce que j'ai un coup de gueule? Ça peut être surtout, hein. C'est pas forcément, tu vois, dans ton secteur, mais et puis t'es pas obligé d'avoir. Oui, alors mon coup de gueule, c'est l'Europe. C'est quand même la construction européenne à tous les niveaux, et je le vois. Nous, on a eu dès le début une ambition européenne, et l'Europe reste vraiment très compliquée. Aujourd'hui, se développer en Allemagne, c'est toujours aussi compliqué. Embaucher des gens en Allemagne, en Hollande, en Espagne, c'est toujours aussi compliqué. Et tu te dis quand même, c'est pas normal que l'Europe n'aide pas plus ses entrepreneurs. Et ça, c'est un vrai coup de gueule, parce que, alors oui, on voit les politiques maintenant essayent vraiment de favoriser, de faire des champions européens, etc. Mais la réalité du quotidien, c'est que rien n'a changé, c'est toujours aussi compliqué. Et ça, c'est pas normal. On devrait pouvoir se développer en Europe comme on se développe aux États-Unis, une seule monnaie, alors que là, c'est pas le cas. Tu veux embaucher des gens en Allemagne, tu dois ouvrir des entités. Et ouvrir des entités, ça prend énormément de temps. Et du coup, tu te retrouves avec autant d'entités que de pays. T'as raison. Donc ça, c'est un vrai coup de gueule. Et l'Europe, en fait, n'aide pas aujourd'hui. L'aide au niveau des financements ne nous aide pas dans notre quotidien à faire des leaders. Mon coup de cœur, c'est ce qui se passe dans notre écosystème. C'est-à-dire toutes ces startups qui ont des ambitions mondiales, tous ces fonds américains qui débarquent et qui donnent les moyens à ces startups. Alors, je dis les fonds américains, on a aussi Euraseo, etc. Donc, on a aussi des fonds européens capables d'aider, mais c'est tous ces grands fonds qui viennent et qui sont capables d'aider tous ces entrepreneurs à construire à réaliser des ambitions mondiales. Donc, ça, c'est un vrai coup de cœur global sur notre écosystème. Ma vision de la France, je dirais, elle va un peu dépendre de ce qui va se passer là. Il y a un côté de la France que j'aime, qui est cette espèce de créativité. On l'a vu finalement pendant le Covid, on reste quand même un pays qui sait se retrouver dans les grands moments. Et donc ça, c'est un peu la France que j'aime. Et après, il y a une France qui m'inquiète, qui est extrême, qui reconnaît plus vraiment nos institutions. Alors sans doute avec des raisons, mais cette France m'inquiète énormément. Je vais pas faire de la politique, mais la semaine dernière, j'ai parlé à des jeunes qui étaient en train de donner des prospectus pour un candidat d'extrême droite récent. Et je leur ai parlé en essayant de comprendre comment ils arrivaient à avoir cette idéologie que je partage pas, évidemment. Et ça m'a fait peur. Ça m'a fait peur de voir une jeunesse qui... Parce que généralement, c'est plutôt quand tu te sens un peu fragile parce qu'on sait que ces extrêmes jouent quand même sur les peurs des gens. Mais quand t'es jeune, t'as peur de quoi ? T'as peur de rien. Et voir des jeunes qui ont peur, qui te disent « c'est pas l'Europe qui va faire la France, c'est la France qui va faire l'Europe », ça fait peur. Ça me fait honnêtement peur. Parce que tu te dis « mais si la jeunesse commence à penser comme ça, mais qu'est-ce qui va se passer dans 10 ans ?» Donc ça, c'est vraiment un truc qui me fait très peur en France. Est-ce que tu veux passer un message, ajouter quelque chose Non, je te remercie. Merci à toi, surtout Nicolas. Tu l'as compris, j'ai une histoire un peu aussi avec ta famille, ton père quand même que j'admire. Donc je te remercie, ça me fait très plaisir de... Non, mais je suis honorée de te recevoir et je te remercie beaucoup pour ta franchise parce que c'est avant tout un podcast qui a vocation à être authentique et un peu sans... mais moi, je suis quelqu'un je suis quelqu'un d'assez transparent et d'authentique. Donc non, je voulais juste te remercier. C'était un moment très agréable. Merci beaucoup Nicolas. À bientôt et bonne chance pour la suite. Merci à toi. Salut.
Voilà les amis, c'est la fin de cette interview, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de partager l'épisode via les plateformes d'écoute comme Acast, Apple Podcasts, Spotify ou votre application de podcast préférée. Le partage et la notation du podcast sont super importantes pour moi, donc je compte sur vous pour mettre des étoiles et des commentaires là où c'est possible. Pour vos suggestions d'invités, n'hésitez pas, je suis joignable sur le compte Instagram du podcast, Réel Podcast. Merci encore à toutes et à tous d'être de plus en plus nombreux à écouter Réel et à très vite pour un prochain épisode. Looking for a new podcast? Here's a Black creator to listen to this month and beyond, courtesy of Acast Recommends. Hey, what's up? I'm Sean T, and I wanted to tell you that my podcast, Trust and Believe, is all about uplifting you to the next level of who you are. Whether it's a solo show with me telling you about things that are happening in my life and how to get through them, or if it's with one of my amazing guests, at the end of every show, you will learn the tools that you need to push through just to get through another day or maybe another month. It doesn't matter what you're going through. You can always come to my show to feel great about yourself, to always believe in yourself. And at the end of the day, know that you are your power. So join us on the show and get ready to trust and believe. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.